very briefly. Donc, merci aux journalistes qui sont venus. Donc aujourd'hui, c'est une conférence de presse commune, CRIRAD et CRMS. CRMS, ça veut dire Citizens Radioactivity Measuring Station, station de mesure de radioactivité citoyenne. Donc par rapport à cette structure, on a trois représentants. Madame Ayamaru Mori, Monsieur Wataru Iwata et Monsieur Shimizu, Monsieur Yoshihiro Shimizu. Donc tous les trois sont des citoyens bénévoles. Ils vont nous expliquer leur parcours. Ils ont décidé de s'investir dans le contrôle citoyen au Japon, le contrôle de la radioactivité. Pour ce qui concerne la CRIRAD, je vais juste vous résumer un petit peu la situation de ce qu'on a vécu par rapport à Fukushima. Donc bon, vous avez, vous vous souvenez du tremblement de terre le 11 mars qui déclenche un tsunami qui met à mal la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et à partir de là, une succession de catastrophes nucléaires en série avec des fuites massives de radioactivité. Ces fuites massives de radioactivité, elles ont conduit à une contamination du territoire japonais. Et vous avez par exemple sur cette carte le taux de contamination au sol par le césium-137 et le césium-134, qui sont deux substances radioactives qui ont été rejetées dans l'air par la centrale nucléaire. Donc il faut bien imaginer, vous avez des rejets dans l'air, donc les populations vont respirer cet air contaminé. Ensuite, en fonction de la direction des vents, ces masses d'air contaminées vont se déplacer vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, sachant que ces rejets vont quand même durer pendant au moins, les rejets massifs du 12 mars à bien au-delà du 20 mars, et qu'aujourd'hui, en ce moment, les rejets continuent. À un niveau, heureusement, beaucoup plus faible qu'au début, mais la centrale n'est pas dans un état, n'est pas du tout dans un état sécurisé. Donc, les populations ont déjà été exposées au début par contamination de l'air. Cet air radioactif, ces poussières radioactives se sont déposées sur le sol, et donc, sur le sol, il y a des becquerels, il y a du césium radioactif, il y avait de l'iode radioactif aussi à l'époque, mais il a une période de 8 jours, l'iode radioactif, donc sa radioactivité est divisée par 2 tous les 8 jours. Donc aujourd'hui, dans le sol, dans les aliments, il n'y en a pratiquement plus. Par contre, le césium-137, lui a une période de 30 ans, c'est-à-dire que sa radioactivité ne va être divisée par 2 que tous les 30 ans. Lui, il est toujours dans les sols. Et il est associé aussi au césium-134, qui a une période de 2 ans. Sa radioactivité va être divisée par 2 que tous les 2 ans. Donc tant que ces éléments radioactifs sont là dans le sol, ils irradient la population parce qu'ils émettent des rayonnements très puissants. Donc par rapport à cette situation... Excusez-moi, juste le périmètre géographique, ça fait quoi exactement? Alors on va regarder... Et, le nombre de gens qui sont concernés? Je vous réponds tout de suite. Et l'échelle. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. 50 km. Bonjour. Donc je vous réponds par rapport à ça. Vous voulez vous installer? Donc ce document que vous avez sous les yeux, c'est un document officiel des autorités japonaises publié le 6 mai. D'accord? Donc, sur cette carte, vous voyez la tache grise au centre avec la croix rouge, c'est la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Ensuite, vous avez le cercle des 20 km ici. Ça, c'est le périmètre interdit, c'est la zone interdite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les citoyens ont été évacués, n'ont plus le droit d'entrer dans cette zone. Ensuite, vous avez le cercle des 30 km ici. C'est une zone un peu plus complexe, c'est-à-dire que les gens ont été parfois évacués au début, pendant les rejets massifs, mais aujourd'hui ils ont le droit d'y revenir, en fonction de la radiation qui reste. Et puis, vous voyez par rapport à l'échelle de la carte, par exemple, le cercle le plus grand ici, celui-ci, c'est 80 km, par exemple. Et la ville de Fukushima Daiichi, qui
qui est une ville de 300 000 habitants, elle est à peu près ici, entre 60 km, 60-65 km. Donc on va beaucoup parler aujourd'hui de cette ville, la ville de Fukushima City, puisque le groupe de travail de CRMS se mobilise en priorité pour aider les citoyens de la préfecture de Fukushima, c'est-à-dire en gros toute la zone là qu'on voit, et en particulier les habitants de la ville de Fukushima. Sur cette carte, ce qu'il faut voir au niveau des unités, ce sont des becquerels par mètre carré, en césium 134 et 137. Et le code couleur ici, les particules qui sont entre guillemets banalisées, c'est moins de 300 000 becquerels par mètre carré. Et 300 000 becquerels par mètre carré, c'est déjà 10 fois plus que ce qui était retombé en France au moment de Tchernobyl, par exemple. Ça veut dire que cette carte ne rend pas compte de l'étendue de la contamination. Les mesures qu'on a faites montrent que la contamination, elle va jusqu'à largement Tokyo, même au sud de Tokyo. Mais on va rester pour le moment sur la partie, la zone de Fukushima. Donc dans cette zone, l'association Projet 47 a pris contact avec la CRIRAD courant avril, donc M. Iwata, en nous demandant des appareils de mesure. Donc on leur a envoyé 10 compteurs Gégère, plus du matériel de laboratoire. Ils ont commencé à faire des mesures qui vous expliqueront et qui montrent qu'il y a une contamination très importante, y compris dans la ville de Fukushima. Ensuite, la CRIRAD a conduit une mission sur place fin mai, début juin, où on a pu faire des prélèvements et se rendre compte par nous-mêmes de la situation. Donc ça, je vous le résume rapidement. Dans la ville de Fukushima, ce qui nous a beaucoup choqué, c'est qu'en fait, à peu près partout, y compris dans la voiture, on a des taux de radiation qui sont 10 à 20 fois supérieurs à la normale, alors que les gens vivent comme si de rien n'était. On a fait des mesures, par exemple, dans une école, l'école Moriai. Je vais vous montrer une photo, par exemple, de cette école. Vous avez M. Iwata en haut à gauche, l'équipe CRIRAD, mon collègue Christian Coupon et moi-même, et on fait des mesures de débit de dose. Vous voyez les enfants au second plan. Donc c'est une école normale, les enfants vont à l'école. Le taux de radiation là, à 1 mètre au-dessus du sol, il est 20 fois supérieur à la normale. On a fait des prélèvements de terre sous la balançoire de l'école. Vous voyez les balançoires. Au pied des balançoires, il y a un petit creusement, parce que les pieds des enfants ont fait un petit creux. Et donc la contamination qui s'est déposée par la pluie, par la neige, ensuite elle se concentre au-dessous. Donc là on a pris un échantillon de sol sous les balançoires, je vais vous le montrer. Donc c'est un échantillon qui est très petit, il y a quelques grammes de sol. Donc cet appareil mesure le rayonnement gamma, la radiation gamma. Donc dans cette pièce, on a un taux de radiation normal qui est de 50 coups par seconde. Si j'approche l'échantillon, vous voyez qu'on sent très bien la radiation de cet échantillon. Donc dans cet échantillon, on a une contamination qui dépasse 300 000 becquerels par kilo. C'est vraiment un déchet radioactif, c'est-à-dire qu'à Fukushima, de vastes zones, c'est pas seulement cette école, hein, c'est partout à Fukushima, dans la ville de Fukushima, le sol est contaminé de façon très importante et de façon très étendue, avec même carrément des zones qui sont plus particulièrement contaminées. Donc le problème auquel est confrontée la population, c'est qu'en fait, les gens vivent en territoire contaminé, mais l'État japonais a décidé de remonter les doses maximales annuelles admissibles. En temps normal, la dose maximale annuelle admissible, c'est 1 millisievert par an. 1 milli quoi? 1 millisievert par an. C'est une dose au-delà de laquelle on estime que le risque de cancer mortel est inacceptable. Pour la situation post-Fukushima, l'État japonais a fixé une nouvelle norme à 20 millisieverts par an, en disant si à partir de maintenant, dans l'année qui vient,
les citoyens subissent moins de 20 millisieverts par an, dans les 12 mois, il n'y a pas nécessité de les évacuer ou de décontaminer ou de faire quelque chose. Et c'est tout le problème, c'est-à-dire que si on reprend cette carte, en réalité, les mesures qu'on a pu faire nous montrent que dans la ville de Fukushima, par exemple, les gens vont subir dans l'année qui vient des doses de plusieurs millisieverts, de 10 millisieverts, de 12 millisieverts, tout dépend où ils vont habiter. Mais c'est contaminé partout. Donc l'enfant va être irradié quand il va à l'école, il rentre chez lui, il va être irradié dans son jardin, et même à l'intérieur des maisons. Parce que le rayonnement, les radiations invisibles, ces rayons gamma qu'émet le césium en se désintégrant, sont tellement pénétrants qu'ils arrivent à traverser les murs des maisons. Par exemple, sur ce petit bout de vidéo qu'on a tourné dans la ville de Fukushima, dans un immeuble où on a fait des réunions de travail, on est au 3-4e étage. Quand on est au centre de la pièce, on mesure un taux de rayonnement en coups par seconde, mettons 150 coups par seconde. À chaque seconde, 150 rayons gamma traversent le détecteur. Et ça, c'est un niveau qui peut être considéré comme naturel. Mais en s'approchant de la fenêtre, vous allez voir les niveaux qui vont progressivement augmenter. Ces images ont été tournées pendant qu'on faisait ensemble un atelier pour montrer aux gens comment mesurer les aliments. Vous voyez les appareils sur la table? Et en s'approchant de la fenêtre, on voyait 400, 500, parce que là, on détecte 600, la radiation invisible qui vient du césium qui est déposé dans la terre dehors. Et ça, c'est partout dans la ville. C'est-à-dire que même quand on a fait des réunions de travail ensemble, on est même aux endroits où on discutait, on a un taux de radiation qui n'est pas négligeable. Donc ça pose un problème qui est extrêmement lourd face à un gouvernement, à un État qui essaie de minimiser, qui dit aux gens en dessous de 20 millisieverts, il n'y a aucun problème, qui dit même en dessous de 100 millisieverts, il n'y a aucun problème. Donc le but de la CRIRAD, depuis le début dans cette collaboration, c'est de partager notre expérience des conséquences de Tchernobyl en France, puisqu'on a vécu à un degré beaucoup moins grave, évidemment. On a vécu le même type de problématique, un État qui dit que c'est pas grave, qui n'a pas pris les bonnes mesures de protection. Et donc l'objectif de la collaboration, c'est de partager au maximum nos moyens techniques, notre expérience, pour que des groupes citoyens puissent aider les populations déjà à prendre conscience du danger, du risque, et prendre les bonnes décisions d'évacuation ou de décontamination.